Une situation totalement inédite est en train de se dérouler à Washington et elle ne vient pas des démocrates. Pour la première fois depuis des années, ce sont les républicains eux-mêmes qui commencent à résister à Donald Trump. De manière discrète, réfléchie, méthodique, ils tracent des lignes qu'ils n'avaient jamais osé tracer auparavant sur la guerre, sur l'exercice du pouvoir, sur l'ordre constitutionnel lui-même, déclaration d'urgence, rhétorique martiale, agitation en coulisses et un congrès qui semble enfin décidé à agir avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Ce n'est pas simplement un nouveau cycle médiatique, c'est un véritable test de résistance pour la démocratie américaine. Une question fondamentale se pose, le pouvoir est-il encadré par la loi ou dépend-il des instincts d'un seul homme? Salut à tous, je suis analyste géopolitique et financier et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Soutenez cette vidéo avec un like et abonnez-vous massivement avant que l'on commence. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Imaginez la scène, il est presque minuit à Washington, le dôme du Capitole se détache dans l'obscurité, éclairé par une lumière froide et immobile. À l'intérieur pourtant, rien n'est immobile, les téléphones vibrent sans interruption, les écrans s'illuminent dans les bureaux feutrés, les assistants circulent rapidement d'un couloir à l'autre parlant à voix basse, comme si le simple fait d'élever le ton pouvait précipiter quelque chose d'irréversible. Des sénateurs, encore en costume, relisent des messages, des déclarations, des brouillons de communiqués. Certains se frottent les yeux, d'autres appellent des collègues. Ils ne cherchent pas une formule politique élégante, ils cherchent à comprendre ce qui est en train de se produire, car cette fois, la colère du président ne vise ni les démocrates, ni les médias, ni un adversaire extérieur commode. Elle vise son propre camp, et cela change tout. Pour la première fois depuis longtemps, la contestation ne vient pas de manifestants derrière des barrières métalliques, ni de plateaux de télévision hostiles. Elle vient de l'intérieur même du système, des commissions, des groupes parlementaires, des élus républicains. Or, les véritables basculements politiques commencent rarement par des cris à l'extérieur. Ils commencent quand la fissure apparaît à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une querelle habituelle entre factions du mouvement MAGA. Ce n'est pas une rivalité personnelle, ce n'est pas une fuite orchestrée pour faire pression sur des donateurs ou repositionner une campagne. Ce qui se joue est plus structuré, plus grave. Cela touche au cœur même de la conception du pouvoir, car au fond, ce qui est en jeu ici n'est pas simplement une divergence tactique ou un désaccord ponctuel, c'est une différence de philosophie politique. Pour Donald Trump, le pouvoir n'est pas d'abord une responsabilité encadrée par des règles, c'est un instrument, un levier, une force que l'on projette pour obtenir un résultat, une capacité à imposer une volonté. Dans cette vision, la contrainte institutionnelle n'est pas une garantie démocratique, elle est perçue comme un obstacle, une limite injustifiée, une entrave à l'efficacité. Le pouvoir, dans cette logique, doit être visible, affirmé, dominant. Il doit impressionner, dissuader, forcer le respect. Il ne se partage pas, il s'exerce. Or, soudain, cette projection rencontre une résistance là où elle ne devait pas exister, au sein même du parti censé la soutenir sans réserve. Et c'est précisément ce qui rend la fracture actuelle si significative. Pourquoi est-elle si importante? Parce qu'elle dépasse largement les promesses non tenues. Ne pas entraîner le pays dans de nouveaux conflits, faire baisser le coût de la vie, publier des documents annoncés avec emphase. Ces sujets sont politiquement sensibles, certes, mais ils relèvent encore du débat programmatique. Ici, nous sommes ailleurs. Ce qui rend ce moment historique, c'est que des élus républicains contestent ouvertement l'autorité présidentielle sur des questions qui touchent à l'architecture même du système, la sécurité nationale, le recours à la force militaire, la séparation des pouvoirs. Ce n'est plus un désaccord sur une politique publique, c'est une remise en question de la manière dont le pouvoir s'exerce. Et lorsque les garde-fous institutionnels commencent à fonctionner, commission, résolution, rappel à la loi, l'exécutif ne répond généralement pas par la retenue. Il change l'échelle du conflit, il dramatise,
Il invoque l'urgence, il transforme une contestation juridique en combat existentiel. C'est exactement ce que nous observons. Au centre de cette tension se trouve une idée qui, il y a encore quelques années, aurait semblé irréaliste, l'évocation publique d'un recours à la force militaire susceptible d'engager les États-Unis non pas contre un adversaire stratégique déclaré, mais contre un allié. Le Groenland n'est pas une zone grise, il relève du Danemark et le Danemark est membre de l'OTAN. Le principe fondateur de l'Alliance est limpide, une attaque contre l'un est considérée comme une attaque contre tous. Autrement dit, toute action militaire contre ce territoire ne serait ni symbolique ni isolée. Elle déclencherait un séisme juridique, diplomatique et stratégique. Elle poserait une question impensable. Les États-Unis pourraient-ils se retrouver en confrontation directe avec leurs propres alliés européens ? Le simple fait que des parlementaires soient contraints d'expliquer publiquement cette évidence montre à quel point le centre de gravité du débat s'est déplacé. Face à cette perspective, plusieurs figures républicaines ont refusé le silence. Certains ont pris l'initiative de rassurer directement les autorités danoises. D'autres ont affirmé clairement que le Groenland n'était pas un objet de négociation ni militaire ni financière. Et plus révélateur encore, au sein même de la base électorale républicaine, une majorité nette rejette l'idée d'un recours à la force. Ce n'est donc pas une dissidence marginale. Ce n'est pas une poignée de modérés isolés, c'est un signal d'alarme interne. Pour comprendre ce retournement, il faut revenir à la philosophie du pouvoir en jeu. Dans cette approche, la géopolitique est parfois envisagée comme une négociation permanente, un jeu de pression, un rapport de force que l'on peut intensifier jusqu'à obtenir un résultat. Les alliances deviennent des paramètres ajustables, les engagements internationaux, des instruments de négociation. Les traités ne sont plus des cadres contraignants, mais des points de départ pour renégocier à son avantage. Dans cette logique, tout peut être mis sur la table, tout peut être conditionné, tout peut être redéfini si le rapport de force est suffisant. C'est une vision transactionnelle du monde. Chaque relation est évaluée en termes de gains et de pertes immédiates. La loyauté se mesure à l'utilité. La coopération est subordonnée à la rentabilité stratégique. Dans un conseil d'administration, cette méthode peut produire des résultats rapides, elle peut permettre d'arracher des concessions, elle peut impressionner des interlocuteurs, mais en politique internationale, cette logique est plus instable parce que les alliances ne reposent pas uniquement sur l'intérêt immédiat, elles reposent sur la confiance, la prévisibilité, la crédibilité. Et lorsque un acteur majeur commence à traiter les engagements comme des variables ajustables, l'ensemble du système devient plus fragile, ce qui, dans une entreprise, peut être perçu comme une démonstration de fermeté peut, sur la scène mondiale, être interprété comme une rupture de fiabilité. Et c'est précisément pour cela que la loi sur les pouvoirs de guerre redevient centrale. Non pas comme un débat académique réservé aux juristes constitutionnels, mais comme un mécanisme de frein concret. Un rappel que, dans le système américain, l'autorité militaire suprême n'est pas illimitée, qu'elle s'inscrit dans un équilibre entre exécutif et législatif, qu'elle suppose un contrôle. La Constitution américaine n'a pas été conçue pour faciliter l'action rapide, elle a été conçue pour éviter la concentration excessive du pouvoir. Lorsque des républicains rejoignent les démocrates pour limiter la capacité du président à agir unilatéralement, ils ne cherchent pas à affaiblir leur propre camp. Ils rappellent qu'aucun président, quel qu'il soit, ne peut engager la nation dans une escalade militaire sans contrepoids. Il réaffirme que l'autorité présidentielle n'est pas souveraine, elle est conditionnée. La réaction présidentielle, elle, est immédiate. Pression, menace politique, appel direct à certains sénateurs, rappel implicite de loyauté. Mais un fait nouveau s'impose progressivement. La loyauté automatique n'existe plus et c'est peut-être le tournant le plus important. Pour Trump, cette résistance dépasse le cadre d'un désaccord politique classique. Elle touche à la perception même de son autorité. Sa stratégie repose depuis toujours sur la projection d'inévitabilité, donner le sentiment que l'opposition est marginale, que le rapport de force est acquis, que le contrôle est total. Or, rien n'est plus déstabilisant qu'une fracture interne visible. Tant que l'opposition vient de l'extérieur, elle peut être décrite comme partisane, hostile, idéologique. Elle peut être caricaturée, disqualifiée, instrumentalisée. Mais lorsqu'elle émerge de l'intérieur même du camp présidentiel, elle ne peut plus être réduite à une simple attaque politique.
Elle devient un signal lorsque des membres de son propre parti déclarent publiquement qu'il existe des limites constitutionnelles, stratégiques, morales. Le récit d'omnipotence commence à se fissurer, car l'autorité politique repose en grande partie sur une perception, celle d'un contrôle solide, d'un soutien compact, d'une capacité à imposer une ligne sans contestation majeure. Une fracture visible remet en cause cette perception, elle introduit le doute, et en politique, le doute est contagieux. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes mes prochaines analyses et soutenir la chaîne. Merci de votre soutien. On continue. Face à cette opposition, Trump ne choisit pas l'apaisement, il ne ralentit pas, il ne cherche pas à absorber la critique par la négociation discrète. Il réoriente son discours, il l'intensifie, il dramatise la situation. L'urgence nationale devient un thème central. Les déclarations d'urgence se multiplient ou sont mises en avant comme des instruments nécessaires pour protéger le pays, mais elles sont aussi des outils politiques puissants. Elles permettent de concentrer l'autorité exécutive, de court-circuiter certains débats, de redéfinir le cadre de la discussion. En invoquant l'urgence, on change la hiérarchie des priorités. On suggère que le temps du débat est dépassé, que l'action doit primer. C'est une stratégie connue lorsque la contestation interne grandit, élargir le champ du conflit, transformer un désaccord institutionnel en crise nationale, déplacer l'attention vers des menaces extérieures, réécrire le débat en termes de loyauté et de sécurité. Mais pendant que l'attention publique se focalise sur ces urgences, d'autres questions persistent en arrière-plan. Pourquoi certains engagements de transparence restent-ils en suspens? Pourquoi des publications annoncées avec emphase tardent-elles à se concrétiser? Pourquoi faut-il une pression bipartisane pour activer des mécanismes de contrôle qui, en théorie, devraient fonctionner indépendamment de la dynamique politique? À ce moment-là, le débat quitte le terrain du spectacle pour entrer dans celui, plus dangereux pour le pouvoir, de la crédibilité administrative. Et la crédibilité ne se décrète pas. Elle se construit dans la cohérence entre les discours et les actes, elle repose sur la régularité des procédures, elle s'effrite lorsque les délais s'allongent, lorsque les explications se contredisent, lorsque les annonces restent sans effet tangible. Les enquêtes parlementaires, les inspecteurs généraux, les procédures de conformité travaillent loin des caméras. Ils ne produisent pas des slogans, mais des documents, des dates, des échanges internes, des chaînes de décision. Et ces éléments constituent une architecture de responsabilité qui ne dépend pas du cycle médiatique. Elle ne disparaît pas avec un discours plus fort que les autres. En coulisses, une prise de conscience s'installe chez certains élus républicains. Ils ne font plus face à une présidence structurée par la négociation institutionnelle classique. Ils font face à un dirigeant qui perçoit chaque limite comme une remise en cause personnelle, chaque contrôle comme une attaque. Cette perception change la dynamique interne. Certains élus évoquent désormais explicitement des conséquences constitutionnelles si certaines lignes étaient franchies. D'autres prennent leur distance plus subtilement, en ajustant leurs déclarations, en modifiant leur posture publique, en refusant d'endosser certains discours. Ce n'est pas une explosion spectaculaire, ce n'est pas un schisme brutal avec des ruptures théâtrales, c'est une résistance structurée. Progressive, calculée, la véritable inquiétude n'est peut-être pas ce que les enquêtes pourraient révéler, elle est plus profonde. Que se passe-t-il si les mécanismes de contrôle cessent de fonctionner, si les contre-pouvoirs deviennent symboliques, si les procédures existent encore sur le papier mais ne produisent plus d'effets réels? Un système qui ne s'examine plus devient fragile, et un système fragile ne s'effondre pas toujours immédiatement, il se polarise, il se rigidifie, il devient moins capable de corriger ses propres excès, puis sous une pression prolongée, il peut se fracturer. La question dépasse donc largement la personne de Trump, elle concerne l'équilibre futur du pouvoir américain. Les règles sont-elles encore plus fortes que ceux qui les exercent temporairement? Les institutions sont-elles capables d'absorber une pression venue du sommet sans se déformer durablement? Et cette interrogation ne relève pas uniquement des élus ou des experts en droit constitutionnel, elle concerne les citoyens. Tous ceux qui attendent de leurs dirigeants stabilité plutôt que spectacle, continuité plutôt que crise permanente, prévisibilité plutôt qu'escalade. Les
démocraties ne s'autodéfendent pas automatiquement, elles ne disposent pas d'un mécanisme invisible qui se déclenche dès que la pression monte, elles ne sont pas protégées par une force abstraite appelée tradition ou histoire. Elles tiennent parce que, à des moments précis, des individus choisissent de faire primer la règle sur l'intérêt immédiat. Une démocratie fonctionne tant que ceux qui en bénéficient acceptent aussi d'en respecter les contraintes. Elle repose sur des responsables politiques capables de défendre des principes, même lorsque ces principes limitent leur propre camp, sur des élus prêts à rappeler les bornes constitutionnelles, même lorsque cela les expose à des critiques internes, sur des acteurs institutionnels disposés à accepter le coût politique de la retenue plutôt que le gain rapide de l'escalade, car la tentation en politique est toujours d'utiliser au maximum les leviers disponibles, d'aller jusqu'à la limite, puis de la repousser. La démocratie, elle, exige l'inverse. Savoir s'arrêter avant que la limite ne cède. Elle exige que certains disent non, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils comprennent que le pouvoir sans limite finit toujours par se retourner contre le système lui-même. Ce moment que nous observons n'est peut-être pas spectaculaire à première vue. Il ne se résume pas à un vote unique, ni à une déclaration choc, ni à un affrontement télévisé. Il se joue dans des décisions plus discrètes, une résolution soutenue malgré la pression, une déclaration publique mesurée mais ferme, une procédure de contrôle activée au lieu d'être ignorée. C'est peut-être cela, la véritable histoire en train de s'écrire, moins bruyante que les discours, moins spectaculaire que les confrontations verbales, mais infiniment plus déterminante pour l'avenir institutionnel du pays, parce qu'au final, la question n'est pas seulement de savoir qui gagne, un cycle médiatique ou un bras de fer partisan, la question est plus profonde. Les règles tiennent-elles lorsque le pouvoir les teste? Si la réponse est oui, alors la démocratie sort renforcée, même après la tempête. Si la réponse est non, alors les précédents créés aujourd'hui deviendront les normes de demain. Et une norme installée est toujours plus difficile à corriger qu'un excès ponctuel. Un excès peut être identifié comme tel, il peut susciter un tollé, entraîner une enquête, provoquer une sanction. Il peut être isolé, circonscrit, qualifié d'erreur ou d'abus. L'institution peut alors réagir, réaffirmer ses principes et revenir à l'équilibre initial. Mais une norme, elle, s'installe plus silencieusement. Une norme ne fait pas forcément scandale. Elle s'enracine par répétition, elle s'impose parce qu'elle n'est plus contestée, elle survit parce que ceux qui pourraient s'y opposer choisissent la prudence, le calcul, l'attentisme. Et une fois qu'elle est intégrée au fonctionnement habituel du pouvoir, elle devient un précédent. Or, les précédents façonnent l'avenir bien plus que les discours. Lorsqu'une pratique exceptionnelle se répète sans résistance suffisante, elle cesse d'être exceptionnelle, elle devient tolérée, puis attendue, puis considérée comme légitime. Ce qui relevait de l'urgence devient une méthode, ce qui relevait de l'exception devient un outil ordinaire. C'est ainsi que les systèmes évoluent, rarement par rupture brutale, rarement par un basculement spectaculaire, mais par accumulation progressive de petits déplacements, une ligne franchie, puis une autre, une justification avancée, puis reprise, puis normalisée, puis enseignée comme précédent. Et ce qui semblait impensable hier devient banal demain. Ce mécanisme est puissant parce qu'il est graduel. Il ne provoque pas toujours de choc immédiat, il modifie lentement la perception de ce qui est acceptable. C'est pour cela que le moment que nous observons dépasse les personnalités. Il dépasse Donald Trump, il dépasse les ambitions individuelles, les rivalités internes, les stratégies électorales. Il touche à la structure même du pouvoir. Il pose une question simple mais décisive. Lorsque les règles sont testées, sont-elles défendues ? Lorsque l'équilibre institutionnel est mis sous tension, résiste-t-il ou se reconfigure-t-il autour d'un centre plus concentré? Car l'avenir institutionnel d'un pays ne se décide pas uniquement dans les urnes. Les élections déterminent des dirigeants, elles expriment une volonté populaire, mais elles ne garantissent pas à elles seules la solidité des règles. Elles ne remplacent pas les garde-fous, elles ne se substituent pas à la séparation des pouvoirs. Un système démocratique ne repose pas seulement sur le vote, il repose sur l'acceptation des limites après le vote.
Ce sont les comportements quotidiens des responsables publics qui déterminent la trajectoire réelle d'un système, les choix faits dans les moments de pression, les décisions prises lorsqu'il serait plus simple de se taire, les positions assumées lorsque le coup politique est réel, il se joue dans ces instants précis où un élu doit choisir entre la loyauté partisane immédiate et la fidélité aux règles communes, entre la protection d'un camp et la protection d'un cadre institutionnel qui survivra à tous les camps. C'est là que se mesure la solidité d'un système. Un système robuste n'est pas celui qui ne connaît jamais de tensions, c'est celui qui absorbe les tensions sans renoncer à ses principes, celui qui peut corriger ses propres dérives, celui qui accepte la limite non comme une humiliation mais comme une garantie. La limite n'est pas l'ennemi du pouvoir démocratique, elle en est la condition. Si les limites tiennent, la démocratie se renforce. Si elle cède sans résistance, elle se déplace. Et une limite déplacée aujourd'hui redéfinit le terrain pour ceux qui viendront demain. Ce qui a bien été permis une fois pourra être invoqué plus tard. Ce qui a été toléré deviendra un argument. Ce qui a été normalisé deviendra la référence. C'est en cela que ce moment est historique, non pas parce qu'il est bruyant, non pas parce qu'il alimente les plateaux télévisés, mais parce qu'il révèle si les garde-fous fonctionnent encore lorsque la pression vient du sommet. Il révèle si les institutions sont capables de dire non. Il révèle si les acteurs politiques sont prêts à défendre la règle même lorsque cela fragilise leur propre camp. Il révèle si le système est encore gouverné par des principes ou progressivement par des précédents. C'est cela le véritable enjeu. Soutenez cette vidéo avec un like, abonnez-vous massivement et laissez un commentaire. Partagez-la autour de vous pour lui donner un maximum de visibilité. Cela m'aide à produire encore davantage de contenu pour vous. Un grand merci.